Ok, donc je suis l'économiste de la bande. Donc, si on voulait définir assez simplement ce qu'est l'économie, la science économique, je pourrais dire que quand j'étais jeune, j'aurais trouvé que c'était très compliqué. Puis finalement, je trouve ça relativement simple. Maintenant, je dirais que finalement, on peut définir l'économie par son objet, qui est en fait une analyse théorique et empirique de la création et de l'allocation des recherches, des richesses, mais finalement aussi et surtout et où l'économie, c'est aussi une manière d'analyser les choses, donc la causalité, mais également d'analyser les choix, leur coordination et leur incidence sur notamment la société, c'est-à-dire une échelle plus large que les individus qui initialement commettent ces choix. Alors, c'est quoi un peu l'idée de cette présentation finalement? Ce serait de mobiliser la méthode d'analyse économique pour essayer de mettre en exergue les mécanismes économiques qui sont finalement véhiculés, portés, je trouve très intéressant, hein, volontairement ou non, par certains jeux de plateau. Et par là même, finalement, pouvoir réfléchir à la façon dont, du coup, on peut mobiliser certains jeux de plateau au niveau pédagogique pour les élèves, les étudiants, mais peut-être aussi certains citoyens, pour qu'ils puissent effectivement appréhender, comprendre les mécanismes sous-jacents et notamment, évidemment, proposer certaines variantes. Donc, alors, comme on était dans jeu et société, bon, finalement, si on veut faire un petit exemple, quel objet choisi? Donc, on a choisi le concept de la main invisible, qui est un concept un peu fondateur dans la science économique, donc qui est un concept qui a été un peu porté par un qui à la base n'est pas qu'un économiste qui s'appelle Adam Smith, mais qui a été aussi mobilisé plus particulièrement, pardon, qui a été plus particulièrement mobilisé par Adam Smith dans le cadre de la richesse sur la nature et les causes enfin, la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et en fait, c'est quoi l'idée à la base? C'est que finalement, ce serait un peu cette main invisible, c'est un peu comme si chaque individu porté uniquement par son propre bien-être, mais finalement allait commettre des choix, finalement portés d'une certaine manière par son égoïsme, qui, in fine, concouraient au bien-être de la société dans son ensemble. Alors, plus finalement que ce que l'on peut penser être un acte un peu de foi, ce concept de main invisible a été assez fondateur dans la science économique. Pourquoi? Parce qu'il a permis de questionner, mais finalement, c'est quoi les règles de marché, hein, qui conduiraient à ce que des individus, par leur choix individuel, eh bien, pourraient, in fine, aboutir à un maximum finalement d'utilité sociale. Donc finalement, on peut voir aussi ça comme ce concept de main invisible a un petit peu construit dans une certaine mesure la pensée économique. Quelles sont les règles qui font que les mécanismes de marché permettent une coordination optimale des choix? Et finalement, bien, une fois qu'on a un ensemble de règles, et puis on peut voir dans quelle mesure elles sont validées. Et sinon, bien, on peut exhiber un ensemble de ce qu'on pourrait appeler de défaillances de marché, qui sont autant de possibilités d'intervention de l'État. Donc, finalement, ce que l'on vous propose ici de faire, c'est de se concentrer un petit peu sur cet objet qui est un peu voir dans quelle mesure, c'est en mobilisant l'analyse économique, les jeux de plateau, bien finalement, quels sont les messages qu'ils portent relatifs à l'efficacité des mécanismes de marché. Et donc, évidemment, nous allons également nous concentrer sur certains types de jeux, hein, pour ne pas être trop large. Et donc, on va commencer par identifier un certain corpus de jeux qu'on pourrait qualifier comme portant sur une question économique avant effectivement de mener une analyse économique du jeu et puis ensuite de pouvoir effectivement présenter des idées dans quelle mesure on peut mobiliser du coup ces jeux pour comprendre un peu l'analyse économique. Du coup, on a commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un jeu de société en économie? On a déjà souvent évoqué le Monopoly. Je dirais tout à l'heure que c'est véritablement un icône. Tu as dit la suite. C'est un icône parce que finalement, c'est l'archétype du jeu quand on pense au jeu économique.
Et c'est même l'archétype du jeu de plateau. Alors même si il emprunte beaucoup au jeu de loi, aujourd'hui, on aura davantage cette image du Monopoly. C'est un jeu qui est très joué dans l'univers familial et certaines études montrent que c'est celui qui provoquerait le plus de conflits intrafamiliales. Ce qui est quand même intéressant de se demander pourquoi ce jeu est aussi diffusé alors qu'il est aussi finalement porteur de conflits. Il y a un nombre de variantes, alors pas infini parce que mathématiquement c'est pas possible, mais infini dans le sens où il continue à y en avoir qui émergent régulièrement et on aura des aspects un petit peu plus chiffrés sur ce nombre gigantesque de variantes. Mais je finirai sur le fait que ce qui est aussi intéressant dans le Monopoly et ce qui en fait une icône, c'est que ça a été aussi un jeu détourné pour justement critiquer ce qu'il représentait. Donc, un autre une autre personne dans la salle a parlé déjà de l'anti-Monopoly et l'histoire est intéressante. Et je m'étais engagée sur LinkedIn à ne pas parler de chômage et Monopoly, donc je ne le ferai pas. Mais pour autant, si on regarde, alors nous on n'est pas des spécialistes des jeux, on est plutôt des ludopédagogues, mais rapidement quand j'ai essayé de trouver finalement des sources pour identifier comment caractériser les jeux économiques, et ben j'ai été surprise qu'ils n'apparaissent pas comme catégorie chez Coma et Coma, qui est pourtant une source récente, et qu'il n'y ait que 2 jeux économiques recensés dans la référence suivante. J'ai pas mis mes lunettes, donc je ne la lis pas. Alors, là encore, je vais faire un lien avec la présentation précédente. On s'est aussi appuyé sur la base de données Board Game Geek pour un petit peu avoir une base solide. Et dans cette base de données, donc, qui est une base communautaire, il y a une catégorie jeu économique, qui est une catégorie qui est donc une étiquette donnée par ceux qui implémentent la base et qui dit, bah, moi, je pense que ce jeu-là, c'est un jeu économique. Je vais laisser la parole à Amélie, qui a passé des nuits et des jours sur cette base pour essayer d'y voir clair. Alors oui, du coup, déjà, je voudrais peut-être préciser quelque chose par rapport à la première ligne sur la diapo. Donc voilà, plus de 85 000 fiches sur Board Game Geek pour présenter des jeux. Le nombre de 28 635 jeux uniques, ce sont les jeux qui sont présents dans le classement. Donc voilà, le classement va de la place numéro 1 à la place numéro 28 635. J'ai pas réussi à trouver l'info de combien sont exactement tous ceux qui sont pas présents dans le classement. Donc on a fait un premier tri dans cette. Donc on s'est focus uniquement sur les jeux catégorisés économiques, donc catégorisés par les joueurs. Et de là, on a fait un premier tri parmi ces jeux, suivant une série de 3 critères qu'on a déterminés, à savoir que le jeu devait avoir soit présence importante de l'argent dans son gameplay, soit l'argent en tant que condition de victoire. Et la troisième Voilà. Est-ce que ça simulait une représentation clairement économique? Donc, on est parti des 8 771 jeux identifiés par la communauté comme jeux économiques. Et il y en a qui, du coup, ont été supprimés de cette liste par notre propre tri. Donc, par exemple, il y avait un jeu qui était dans le top 10 des jeux les plus possédés par les joueurs, qui était Wingspan, qui, à la lecture de son gameplay, ne nous semblait pas correspondre à nos critères. Après, on est juste des êtres humains, donc si ça se trouve, notre interprétation n'est pas parfaite. Mais du coup, voilà, on a trouvé ça intéressant, le fait que ce jeu qui ne nous semblait pas correspondre à nos critères se retrouve en théorie dans la liste et dans le top 10.
Donc, du coup, notre top 10 est légèrement différent. Actuellement, il y a 75% de la liste qui est traitée. Et il me reste 6221 jeux sur les 8800 et quelques. Donc, il y en a quand même une bonne partie qui ont été écrémés. Mais du coup, voilà, on a fait ce premier top 10 par jeu unique. Et ensuite, on s'est dit que c'était intéressant de faire un top 10 en comptant toutes les variantes. Donc, les jeux qu'on retrouve beaucoup, c'est Terraforming Mars qui est présent dans les deux classements. On remarque que Monopoly, dans le premier classement, il était relativement bas, hein. Il était 10e. Et il passe troisième, mais si on regarde bien, il y a 46 jeux qui sont des Monopoly. Et quand je dis Monopoly, c'est Monopoly officiel. Je n'ai pas compté par exemple, Chômageopoly, Biblopoly ou tous les clones de Monopoly non officiels. Parce que ça aurait rajouté beaucoup. Mais du coup, voilà, c'est. Après, il nous a aussi semblé intéressant de base de parler, de faire un classement par moyenne donnée par les joueurs. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce que dans le top 10, la plupart des jeux avaient une moyenne de 10, mais étaient des jeux qui étaient possédés par 1, 2, 6, 10 joueurs, ce qui n'est pas du coup représentatif d'une vraie moyenne. Et je repasse la parole. Posé de faire une moyenne pondérée, mais là, elle m'a dit non. Ok. Alors donc, bon, alors du coup, si on choisit un peu comme objet la question de l'efficacité des marchés, donc on adopte un peu la méthodologie économique à cette analyse. Donc, alors, là, ce qu'on va faire aussi, alors c'est je vais choisir comme exemple le Monopoly. Pourquoi? Parce que c'est à la fois le jeu, on le voit, qui est finalement le plus joué des jeux économiques et des jeux en général, particulièrement si l'on prend en compte l'ensemble des extensions, mais aussi parce que c'est quand même le jeu que on connaît tous et que un des rares jeux de plateau que je connais, puisque je joue plutôt aux cartes. Donc, si on prend finalement la méthodologie économique, on va pouvoir regarder dans une première étape les choix individuels, donc les choix qui sont opérés par les joueurs, la façon dont ces choix sont coordonnés et, in fine, finalement, les conséquences de ces choix sur l'ensemble du bien-être de l'ensemble des joueurs. Alors, si on regarde finalement ce que font les joueurs, ils jouent, ils tombent sur une case et leur décision, c'est est-ce que j'achète ou pas, est-ce que j'achète ou pas un terrain. Et donc, finalement, ici, on est face à un arbitrage coût-bénéfice, c'est-à-dire combien ça me coûte, quel est le prix, et par rapport au bénéfice, combien ça va me rapporter. Mais dans un arbitrage coût-bénéfice qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce que les coûts, c'est aujourd'hui tout de suite certain. Et puis, les bénéfices sont des bénéfices qui arrivent dans le futur. Donc, c'est caractéristique de ce qu'on appelle un choix d'investissement. D'accord? Et donc, il va finalement faire intervenir à la fois le prix du bien, mais aussi, comme c'est le futur qui est incertain, mais aussi la préférence pour le présent du joueur, donc de l'individu, son aversion pour le risque, et puis son appréciation du risque, et notamment, par exemple, ici, typiquement, dans le jeu de Monopoly, sa bonne connaissance ou pas des probabilités. Quelle probabilité il aura de retomber pour avoir les 3, et puis ensuite, etc. Et voilà. Donc, éventuellement, de pouvoir calculer ce qu'on appelle en économie la valeur actualisée de l'investissement ou le taux de rendement interne de l'investissement. Alors, cet arbitrage, ce choix, c'est effectivement comparer les coûts et les bénéfices, mais effectivement sous contrainte. Donc, ici, la première contrainte du jeu, c'est son opportunité. Effectivement, c'est effectivement l'opportunité, est-ce qu'il va tomber sur cette case? Mais sachant que quand même, initialement, les dotations des joueurs sont les mêmes pour tout le monde. Donc, finalement, ce qui est intéressant ici, c'est par rapport à ce jeu-là, on voit que tout le monde a la même dotation, le même argent au début, mais finalement, le dé n'a pas la même opportunité.
Donc, finalement, il y a quand même, à la base, quoi qu'on en pense, une certaine inégalité des chances dans les choix qui sont opérés par les joueurs. Peut-être qu'il y a certains qui jouent mieux avec le dé, enfin, même si c'est aléatoire. Et puis, effectivement, donc on a ces contraintes de dotation, et puis également, on a les institutions au sens large. Donc les règles du jeu. On a également, peuvent intervenir dans les institutions, la carte chance, la carte communauté, qui vont à la fois intervenir, ces institutions, sur le rendement, les sanctions, les aléas, etc. Alors, deuxième dimension, c'est la coordination des choix. Alors, ce qui est intéressant justement ici, c'est que les prix ex-ante sont donnés. Le prix des terrains, le prix pour chaque terrain, des hôtels, des maisons, etc., c'est donné. Donc, a priori, au début du jeu, avant que tout ne soit vendu, eh bien, finalement, on est dans un drôle de jeu économique, c'est-à-dire que on est un jeu qui est l'emblème du jeu économique, alors qu'il n'existe pas dans le jeu économique lui-même, dans ce jeu économique lui-même, un processus essentiel au mécanisme de marché qui est l'ajustement des prix. Les prix sont donnés, boum. On espère que peut-être que les auteurs les ont calculés en appliquant le principe du TRI, mais je ne suis même pas sûre, c'est assez compliqué. En fait, j'ai essayé de les calculer, mais c'est assez compliqué. Et donc, les mécanismes de coordination de ce modèle de marché, bien effectivement, on n'a pas de coordination de prix en phase de conquête, mais en revanche, ensuite, effectivement, on peut avoir un deuxième mécanisme de coordination, mais en fait, qui est une négociation, c'est-à-dire un troc, c'est-à-dire finalement un processus de coordination qui n'est pas au sens strict du terme, un mécanisme de marché. Donc, je finis justement pour ensuite permettre à Marianne de rebondir. Alors, donc, les choix, leur coordination et puis leur incidence sociétale. Et donc, je vais également, donc ici, on est au niveau du jeu, de ces jeux de plateau. On n'est pas dans un jeu qui va créer de la richesse, comme un jeu qui a été cité précédemment. On est juste dans un jeu où on a initialement une richesse donnée, la somme des richesses des joueurs, bon, c'est plus ou moins les cartes chance, etc. Et donc, on est dans un jeu de répartition de la richesse. Mais alors, ce qui est très intéressant, parce que ce que je trouve assez intéressant, c'est finalement, on parlait tout à l'heure de jeux coopératifs. Alors, effectivement, en économie, notamment en théorie des jeux, qu'est-ce que c'est qu'un jeu non coopératif? C'est que quand on considère que l'action de l'autre est une donnée et que du coup, on développe une stratégie de meilleure réponse en fonction de la stratégie de l'autre que l'on considère comme donnée, c'est-à-dire indépendante de notre propre action. D'accord? Donc, clairement, ici, dans ces jeux de plateau, on est dans des jeux non coopératifs qui vont aboutir à ce qu'on appelle des équilibres, donc du coup de Nash. Plus particulièrement, ici, on est sur un jeu à somme nulle. D'accord? C'est-à-dire que finalement, eh bien, ce qui est gagné par un joueur est forcément perdu par un autre. D'accord? Donc, on est quand même dans cette image-là. Donc, on n'a pas de création de richesse, mais on est dans un jeu à somme nulle. La condition donc, de victoire étant tout simplement l'accumulation de l'ensemble des gains du jeu par élimination de tous les autres joueurs. Donc, ce qui peut évidemment poser la question de la création de certaines variantes. Donc pour finir, un petit peu quelques éléments sur notre pratique de ludopédagogie, puisque je vous disais, c'est de là dont on vous parle. Pourquoi finalement ce sujet nous a intéressés? En fait, le jeu, il y a quelqu'un qui l'a dit très bien, c'est un endroit où les règles sont connues, et c'est donc un espace finalement, un safe space, un espace assez sécurisé, où on peut demander aux étudiants de appliquer un certain nombre de règles et de comprendre dans cet espace qui est délimité. Du coup, notre pratique de ludopédagogie, elle va combiner du serious gaming intégral ou partiel. Alors, par exemple, moi, j'ai une pratique assez longue sur Carcassonne. J'utilise Carcassonne pour faire travailler mes étudiants sur l'analyse réflexive. Et donc, différentes parties de Carcassonne, comprendre les règles, jouer de manière coopérative, inventer un nouveau jeu. Donc là, on est sur le learning by game design, vont être autant de séances qui vont être l'objet de leur analyse réflexive. Et donc, plutôt pour les préparer à être capables de faire de l'analyse réflexive sur le lieu de stage, eh bien, on va s'appuyer sur ce qui se passe dans les parties de Carcassonne.
Et par ailleurs, on avait constaté que s'il y a pas mal de recherches en ludopédagogie dans le domaine de l'enseignement de l'économie et de la gestion, et notamment à travers les recherches de Philippe Lépinard, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ici, on était plutôt sur des recherches qui sont en lien avec la gestion. La gestion, elle a développé des études de cas, donc du serious game d'une certaine manière. Et puis, elle a beaucoup travaillé sur le wargame parce que, ben, évidemment, quand on veut enseigner la stratégie, il n'y a pas mieux que le wargame. Mais au-delà de ces deux grands jeux, alors on commence à travailler sur les jeux narratifs à travers le jeu de rôle, mais au-delà des business games et des wargames, on n'avait pas tellement travaillé sur les autres jeux. Et pourquoi c'est important de travailler sur les jeux économiques? Parce que finalement, on est tous dans nos universités, quelles que soient nos facultés, confrontés à la demande institutionnelle de préparer nos étudiants à la capacité de changer le monde à travers le changement de règles. Et finalement, l'existence de Monopoly, mais aussi de l'anti-Monopoly, il n'y a pas mieux pour dire, bah, en fait, en changeant les règles du jeu, on peut changer le fonctionnement du marché. Et le principe, c'est de se dire, bah, plutôt que d'emblée arriver sur des discours politiques ou sur des autres modèles, si déjà on apprenait aux étudiants cette interrelation entre les règles du jeu, et donc Manon l'a dit, derrière les règles du jeu, il y a la question des principes du marché, il y a la question de qu'est-ce que les acteurs peuvent ou ne peuvent pas faire, il y a le principe de est-ce qu'on est sur un jeu compétitif ou collaboratif? Rien qu'en travaillant sur ces variables et dans un domaine du jeu délimité, on peut déjà préparer les étudiants à réfléchir autrement, à d'autres cadres et à d'autres règles du jeu. Donc c'est dans ce but-là qu'on a commencé cette recherche. Merci. Alors, en fait, le passage entre la somme de la totalité des lignes et la sous-totalité des lignes, ça a été, ça a été le début, on est dans une démarche inductive, de la réflexion sur, mais finalement, nous, de quoi on a besoin en termes d'éléments de jeu pour aussi convaincre les étudiants qu'on allait faire de l'économie à travers le jeu. Et donc, en fait, d'une certaine manière, en faisant ce tri, et sachant qu'on ne connaissait pas tous les jeux, hein, soyons clairs, donc on se basait beaucoup sur, du coup, les descriptions qu'on obtenait, et ben, on a révélé notre propre représentation de ce qu'était qu'un jeu économique. Donc, en fait, finalement, nous, on a un tableau où, avec tous les jeux, notre représentation des jeux économiques et puis le travail fait par Manon qui finalement peut nous amener à récupérer certains jeux en disant ah ben si finalement moi j'arrive à appliquer toutes mes règles. Donc on ne dit pas qu'on va pas revenir sur cette liste, mais on avait besoin de commencer à comprendre la diversité parce que nous c'était ça le point de départ, c'était mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Monopoly? Et pour la petite histoire, c'est moi la collectionneuse de jeux de l'équipe. Et donc, il se trouve que j'avais depuis très longtemps mon oncle d'Amérique, dont personne n'a parlé. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas parlé de mon oncle d'Amérique. Et je m'interrogeais, c'était une vraie question, parce que petite, je me disais, mais pourquoi le Monopoly et pas mon oncle d'Amérique? Donc, il y avait ce vrai questionnement de, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Monopoly et donc, j'avais envie de comprendre, et pour ça, on est passé par les listes. Et sur l'histoire du somme nul, non, Manon a raison, elle va vous expliquer pourquoi. Non, enfin, non, mais c'est pas très. En fait, je comprends ce que vous dites, effectivement. Ben, il y a une sorte de monnaie magique, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, juste l'idée à la base de non, le jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'in fine, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et finalement, ce à la fin, du coup, va récupérer le vainqueur du jeu, c'est exactement la somme de tout ce que les autres ont perdu. Voilà. Donc, effectivement, donc ça veut dire que finalement, ce que gagne la somme in fine qu'a gagné le gagnant est exactement égale à la somme de tout ce qu'ont perdu les autres. Et donc, notamment par rapport à un équilibre qui serait notamment un équilibre coopératif, là, bon, c'est le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait avoir des situations où par la coopération, effectivement, bah, le coopérer, c'est un gâteau plus gros que la somme des dotations initiales des joueurs. Mais c'était juste
Alors, comme je dis, le choix du Monopoly, bon, à la base, effectivement, c'est le premier. C'est le premier qui sort. Et si justement, je vais rebondir, on prend toutes les variantes de loin. Et également, du coup, comme c'est le premier, tout le monde le connaît, entre guillemets, y compris moi. Alors, finalement, effectivement, l'écueil que vous dites, c'est que le Monopoly est un jeu très simple. Alors, ce que je trouve, voilà, on tombe, on achète ou pas. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est que en dimension de ludopédagogie, on voit que finalement, face à un jeu très simple, bien, on peut mobiliser beaucoup de concepts de réflexion, l'analyse des choix, l'arbitrage coût-bénéfice, etc., etc. Donc peut-être qu'effectivement, il peut y avoir ensuite des jeux plus complexes où à la fois, d'un côté, par rapport au Monopoly, on peut avoir une dimension coopérative, on ne joue pas tout seul, on joue en équipe, on peut coopérer, se mettre ensemble, ou également, par rapport au Monopoly, on n'a pas uniquement de la répartition de la richesse, mais de la création. Donc, effectivement, on peut voir ça effectivement comme une analyse de base dans le cadre d'un exemple. Et d'ailleurs, ce que vous dites justement, à la façon dont vous avez rebondi, vous avez dit ce qui est vachement intéressant avec le Monopoly, c'est qu'on voit, on a un jeu finalement relativement simple, mais sur lesquels on a énormément de variantes. On voit, et donc du coup, justement, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on voit que par rapport à ce jeu simple, oui. Alors, je ne te suivrai pas sur les variantes parce que, à part les quelques variantes qui sont justement de la contre-culture, la plupart des variantes du Monopoly sont. Alors, c'est un autre sujet d'ailleurs. C'est des variantes, c'est vraiment un produit destiné aux offices de tourisme pour valoriser les régions. Mais pour revenir à votre question, c'était bien l'idée d'avoir un niveau zéro. C'est-à-dire, c'était bien l'idée de se dire, faisons fonctionner. En fait, au départ, Manon n'était pas convaincue que c'était intéressant. Donc, le sujet, c'était bien de dire, bon, voyons si ça marche sur le Monopoly. Et si ça marche sur le Monopoly, alors c'est vrai que le travail qui va suivre, c'est de regarder qu'est-ce qu'on rajoute à chaque fois quand on introduit un nouveau jeu, qu'est-ce que ça permet de travailler. Et on pourrait presque imaginer, mais là on rêve, qu'à chaque cours d'économie, on introduise un autre jeu qui permet de voir une autre mécanique. Mais le besoin de travailler sur les règles, c'est vraiment venu, moi, de mon expérience d'animer un alternative forum qui était plutôt destiné à des professionnels, à des maîtres d'apprentissage, et où on abordait la question de il va falloir changer de modèle si on veut survivre, et de voir la résistance des personnes en disant c'est pas possible, et de se dire mais comment on arrive à creuser cette résistance. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur l'anti-monopoly, parce que c'était un peu par hasard, je me suis dit mais bien sûr. Pourquoi? Alors que j'avais déjà une expérience, mais encore une fois, moi j'ai beaucoup travaillé sur Carcassonne, donc j'ai pas encore travaillé réellement, d'ailleurs ça sera pas moi, ça sera Manon, parce que moi je donne pas des cours d'éco, sur l'utilisation du Monopoly comme support pédagogique. En revanche, j'ai bien noté ce qu'ont dit mes camarades, et si je peux me permettre, j'ai un petit point là sur toutes les formes de détournement. Et j'ai une autre expérience, c'est que je suis référente de 7 parcours de diplôme national des métiers d'art et du design, dans lequel véritablement cette pratique de créer des jeux comme support du projet et du mémoire d'études est forte, dans lequel il peut y avoir des propositions très alternatives. Et là aussi, peut-être qu'il faut aussi regarder ce qui se fait dans les DNMAD. Rien que dans les 15 soutenances du lycée François Mansart, il y avait 2 jeux créés pour réfléchir aux pratiques de pêche pour l'un et à la transmission des pratiques de la relure d'art. Et il y a vraiment alors je parle aussi à mes collègues justement qui sont en art et en culture, il y a vraiment des choses à voir et des choses qui sont très valorisées par les équipes pédagogiques. Il y a peut-être aussi un point à faire là-dessus. Voilà, je me permets de dire ça.